Lecture, calcul, chaque année, 300 000 élèves quittent le primaire avec de graves lacunes. Une école qui peine à offrir les mêmes chances à chacun. Priorité à l'école primaire, c'était pourtant l'un des slogans de campagne de François Hollande en 2012. Retour en force de la dictée, cours de morale laïque, le tout sur fond de difficiles réformes des rythmes scolaires. 4 ans plus tard, où en est-on? N'en demande-t-on pas trop aux enfants? Les enseignants peuvent-ils tout faire? Itinéraire Bis vous emmène à Dijon pour mieux comprendre les enjeux de l'école d'aujourd'hui et de demain. Dans cette émission, nous irons à la rencontre d'Anne-Sophie, directrice de l'école Buffon à Dijon depuis 2 ans. Dans un quartier sensible, elle jongle avec son équipe entre bienveillance et exigence pour offrir le meilleur à des élèves en difficulté. Ils ont à peine 10 ans et développent déjà leur propre logiciel. À la rentrée prochaine, le code informatique sera enseigné dès le primaire. Gadget dans l'air du temps ou véritable révolution copernicienne de l'école, nous irons à Romainville dans une classe où quelques heures par semaine, les élèves troquent leur stylo pour un clavier. Et enfin, comment apprendre autrement? Des élèves et des enseignants qui se tutoient, un établissement sans proviseur ni sonnerie à la fin des cours. À Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados, un collège-lycée expérimental propose depuis 30 ans une pédagogie alternative pour contrer l'échec scolaire et développer l'autonomie des plus jeunes. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir ici dans l'école Buffon. Vous en êtes la directrice depuis 2 ans et vous êtes également en charge d'une classe de CP. Ça fait beaucoup de responsabilités. Et oui, effectivement, ça demande une bonne organisation entre préparer la classe pour les CP et puis toute la gestion administrative et le fonctionnement de l'école à assurer au quotidien. Voilà. Alors ici Anne-Sophie, nous sommes dans le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon, un quartier défavorisé. Ici, plus qu'ailleurs, l'école est un recours. Ah oui, c'est sûr, c'est une ouverture sur le monde. Ouais, effectivement, ici, il y a beaucoup de familles monoparentales avec un taux de pauvreté assez élevé. Dans certaines familles, on parle une autre langue que le français, donc au moins ici, on parle français ici avec eux, et puis on essaie de les ouvrir à plein de choses. Pour comprendre votre quotidien et celui des enfants, on a passé toute une journée avec vous et 24 heures dans la vie d'une école primaire, ça ressemble à ça. Bonjour Annelise. Bonjour Anne-Sophie. Ça va? Anne-Sophie est directrice de l'école élémentaire Buffon depuis 2 ans. Bonjour Laurent. Bonjour. En forme? Ça va. Ouais, allez, je vais préparer ma classe. Directrice, mais pas seulement. Elle est aussi en charge de la classe de CP. Préparation des cours, réunions, sécurité des enfants, coups de fil aux parents. Une vraie petite entreprise à gérer. Alors parfois, elle ne sait plus où donner de la tête. Allô, bonjour madame. Madame Mathé de l'école élémentaire Buffon. Les journées sont longues, les week-ends aussi, parce qu'on pense encore à l'école, on travaille pour l'école. Bonjour tout le monde. 8h40, début de la journée pour les écoliers. Dans la classe d'Anne-Sophie, une petite vingtaine d'élèves. Et aujourd'hui, c'est cours de maths. On voit des chiffres avec des plus. Tu viens nous montrer? Les mathématiques, c'est souvent la bête noire des enfants. Savoir compter, lire et écrire. Chaque année, de plus en plus d'élèves sortent du CM2 avec de graves lacunes. L'apprentissage des fondamentaux est devenu la priorité du gouvernement. Les nouveaux programmes exigent notamment une dictée quotidienne. Mais ici, on n'a pas attendu les directives. Moi, en CP, tous les jours, il y a dictée. Et même quand j'avais des classes de CM2, je faisais une petite dictée quotidienne chaque jour. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. On sait que c'est important. Des enfants auxquels il faut s'adapter chaque jour. L'école Buffon se situe au cœur du quartier de la Fontaine-Douche. 10 000 habitants, 40 nationalités, l'un des plus multiculturels de Dijon. Oui, c'est des enfants qui n'entendent pas forcément parler français à la maison, déjà, et puis qui ne sont pas forcément stimulés à la maison, qui n'ont pas une ouverture culturelle très importante. Donc l'école est un moyen de les ouvrir sur le monde. Un moyen, parfois le seul. Ce jeudi, Anne-Sophie peut compter sur une aide précieuse. L'école appartient au réseau d'éducation d'aide prioritaire et profite ainsi du dispositif plus de maîtres que de classes. Une enseignante supplémentaire présente 10 heures par semaine pour favoriser les apprentissages. Allez, bon appétit les enfants! À l'heure où les enfants passent à table, Anne-Sophie organise une réunion.
Sa langue natale, c'est le créole. Voilà, mais ça met du temps. Par contre, il est très, très scolaire, très concentré. Des moments quotidiens et précieux entre les enseignants pour faire le point sur l'actualité de l'école et les difficultés rencontrées avec les élèves. On est dans le social, on est dans les nouveaux programmes, on est dans la réaction à l'actualité, mais c'est notre rôle. L'école, c'est souvent l'endroit où, c'est quasiment le seul endroit où tous les enfants passent. Les poignards ne sont pas dans les mains, mais peuvent être dans les paroles. Alors, dans cette citation, quels sont les mots-clés qui vont nous ouvrir les portes du sens? Depuis la rentrée, l'enseignement moral et civique est venu remplacer l'éducation civique. Quand tu utilises un poignard, c'est pas obligé que ce soit pour faire du mal. Discrimination, laïcité, estime de soi. Après les attentats, l'éducation nationale a souhaité renforcer l'apprentissage des valeurs de la République. Tous les mots qu'on a mis là, ça vient d'une citation et c'est un mot avec importance. Par exemple, gratitude, obstination, ça c'est des mots avec beaucoup de valeurs. Je pense que ça fait pleinement partie de la construction de la personnalité d'un enfant. On travaille pour que plus tard il s'intègre dans la société. Donc si on ne lui donne pas les clés des valeurs telles que le bien, le mal, je pense qu'on passe à côté d'une de nos fonctions principales. 16h05, fin des cours, mais la journée n'est pas terminée pour tous. Avec la réforme des rythmes scolaires, les heures de classe sont étalées sur 5 jours. Et ici, chaque après-midi, les enfants qui le souhaitent bénéficient d'ateliers périscolaires. Donc tout le monde connaît les règles du loup touche-touche. On valorise surtout le temps libre parce qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on leur impose des choix. Je pense qu'ils sont contents. Après, ça fait quand même des grosses journées, même si c'est moins de concentration, c'est énorme pour eux. Des nouveaux rythmes scolaires qui fatiguent les enfants. Pas sûr que le pari de la réforme soit gagné. On se retrouve avec Laurent et Najat. Najat, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de la petite Anna qui est en CM1. Les autres élèves travaillent encore à côté, Laurent. Malgré la réforme des rythmes scolaires qui voulait diminuer l'amplitude, les journées sont encore très longues pour les enfants. Alors c'est vrai que, notamment en fin de semaine, on peut les sentir un petit peu fatigués, sur les nerfs, peut-être un petit peu moins de concentration l'après-midi. Auquel cas, on ne reste pas sans rien faire et puis on essaye de s'adapter. Najat, vous en pensez quoi de cette réforme des rythmes scolaires ? Faut être honnête, on n'était pas du tout d'accord en tant que parents. Et puis je pense qu'en tant qu'enseignant non plus, donc je ne trouve pas ça plus reposant. Auparavant, il y avait le mercredi qui permettait une coupure, qui permettait de pratiquer des activités en dehors de l'école. Bon, maintenant c'est mis en place, c'est fait, mais... je reste assez pessimiste sur cette nouvelle réglementation. Apprentissage des fondamentaux, cours de morale laïque, on l'a vu dans le reportage. Est-ce que l'école peut mener de front toutes ses missions ? Ce serait mentir que de dire que nous sommes aussi efficaces dans toutes les matières. Alors parfois, on se remet en question à l'occasion d'une confrontation, d'un échange avec un collègue, on participe à des formations. Ça nous permet de ne pas rester seuls et d'offrir cette richesse. Laurent, l'école primaire est souvent accusée de faillite. Vous les vivez comment, ces critiques ? L'opinion publique n'entre que peu dans le cadre de la classe. Ce qui nous fait aimer ce métier, c'est l'enfant, la façon dont il va réagir à ce qu'on lui propose, c'est très gratifiant. Donc si on n'a pas toutes les formes de reconnaissance que l'on pourrait avoir, au moins, dans le cadre de la classe, on est récompensé. Chaque année, près de 300 000 élèves arrivent au collège sans maîtriser la lecture. Comment vous l'expliquez ? Si le niveau de la langue semble baisser, sur le fond, ils ont beaucoup gagné, sur l'autonomie, sur la maturité, sur la compréhension. Najat, vous les voyez, vous, ces difficultés avec la langue française ? Ouais, c'est plus pour mon grand, en fait, qui a 14 ans. C'est vrai que niveau écriture, comme il y a les téléphones portables, je suis toujours en train de le corriger parce que moi-même, certaines fois, je n'arrive pas à lire son texto avec les abréviations et leur nouvelle façon d'écrire. C'est vrai que ça ne met pas non plus en valeur leur français. Pour vous, c'est une simple question de moyens ou de méthode ? Peut-être un petit peu des deux. Moi, je crois dans ce système qui laisse du temps aux enfants pour progresser à leur rythme. Nous ne sommes jamais maîtres du résultat.
Par contre, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour organiser des progrès, pour faire en sorte que les enfants persévèrent. Mais au début de carrière, on perd très très vite l'illusion d'obtenir un résultat, et encore plus celui qu'on attendait. Depuis 2012, l'école primaire est redevenue une priorité politique. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé ? Est-ce que le changement des rythmes scolaires, c'est une répercussion? Est-ce que les nouveaux programmes, c'est une répercussion justement de cette réflexion engagée? Donc oui, forcément, on le ressent. La différence avec le monde politique, c'est que lorsque nous nous engageons dans ce chemin qui est l'enseignement auprès des enfants, ça ne dure pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais peut-être 20 ans, 30 ans, 35 ans. Merci Laurent, merci Najat. Merci à vous. Merci à vous. Ils ont à peine 10 ans et ces élèves de CM2 savent déjà programmer des jeux vidéo. Après un échec retentissant dans les années 80, l'informatique fera son grand retour dès la rentrée prochaine, et ce, dès le primaire. En attendant, certaines écoles, comme celle de Romainville, proposent déjà des cours d'initiation au code informatique, un langage omniprésent avec ses règles et sa grammaire. Romainville, l'école Marcel Cachin, au cœur d'un quartier prioritaire. Après la récréation, il est temps pour ces élèves de CM2 de retourner en classe. Mais les stylos et cahiers resteront dans les cartables. Vous pouvez dès maintenant commencer, connecter votre souris. Comme d'habitude, on avance à son rythme. Le but, c'est que tout le monde ait fini son jeu avant les vacances. Créer son propre jeu vidéo, un programme plutôt ludique pour les élèves de primaire. Mais attention, pas n'importe quel jeu. On est en train de faire un jeu pour les CP-CE1 pour qu'ils apprennent à calculer pour connaître tous les calculs qui sont égaux à 20. Et pour savoir créer un jeu vidéo, il faut apprendre le code informatique. Un véritable langage avec ses règles, son vocabulaire et sa grammaire. C'est les lignes où on va dire à le personnage ce qu'il doit faire. Quand par exemple je touche la lettre F, eh ben, il va tirer. Quand je touche T, il va parler. Vous avez 2 fois utilisé les mêmes flèches, donc vous ne pouvez pas. Donc enlevez cette ligne. C'est la première année que leur professeur Romain Maffy se lance dans un tel projet. Dans son établissement, il fait figure de précurseur. Moi, je ne suis pas du tout un fan de jeux vidéo, mais par contre, je suis parti du constat que 100% des élèves jouaient sur console, sur tablette, sur téléphone, et que c'est quelque chose qui était attrayant pour eux de comprendre un petit peu les coulisses de leur jeu. En fait, ça serait bien qu'on fasse un chemin et qu'après on fasse un bleu. Nés à l'ère du tout numérique, les enfants n'ont aucun mal à appréhender les outils. Certains élèves en difficulté arrivent même à dépasser leur blocage et réussissent mieux que d'habitude. C'est un projet qui est fédérateur et en plus qui permet de travailler des points du programme comme certaines notions de mathématiques, réinvestir des notions de conjugaison, travail de logique, travail en anglais aussi puisque le logiciel est moitié français, moitié anglais. À la rentrée 2016, le code sera généralisé à l'école primaire. Les éditeurs scolaires s'y préparent déjà. Chez Tralalaire, on crée des applications d'apprentissage du code les plus accessibles possibles pour les élèves, mais aussi et surtout pour les enseignants. Ça doit être des outils qu'on peut être amené, même si on n'y connaît pas grand-chose. On les a vus, on a pu observer tout ce qu'ils peuvent faire, mais on va facilement les prendre en main pour facilement faire un atelier, même si on n'y connaît rien. Et il y a urgence. Dans la bataille du savoir et de la connaissance, la France a pris du retard. Le code est déjà enseigné en Allemagne, en Angleterre ou encore en Corée depuis des années. Dans l'Hexagone, si beaucoup d'enfants utilisent ces technologies, ils ne les comprennent pas toujours. Une bonne culture numérique doit faire partie, selon moi, des fondamentaux de l'éducation dès le plus jeune âge pour que les enfants acquièrent les clés de compréhension qui leur permettent de se positionner dans les années où ils s'autonomisent dans leur pratique du numérique comme acteurs créateurs de numérique et pas seulement comme cliqueurs, suiveurs. Là, tu mets pause, c'est pour créer le code. À Issy-les-Moulineaux, on n'a pas attendu l'éducation nationale. Dans cette banlieue favorisée des Hauts-de-Seine, la mairie a développé l'apprentissage du code après les cours. Certains élèves se sont très vite pris au jeu, de quoi peut-être susciter des vocations. Une nouvelle passion pour Elias, qui a changé sa vision des jeux vidéo. J'ai appris que ça prenait du temps pour en construire un
comme les jeux qu'on a maintenant sur nos consoles. Il y a tout un langage codé, donc c'est plus compliqué. Ça va de pair avec un vaste plan de déploiement numérique qui a été initié sur toutes les écoles de la ville. Toutes les classes sont dotées de vidéoprojecteurs numériques interactifs, toutes les écoles de 2 classes mobiles, de tablettes par école. Donc c'est vrai que c'est une vraie volonté d'initier tous les enfants à cette culture numérique. Comme Elias, à Issy-les-Moulineaux, ils sont une centaine à maîtriser les rudiments du code. D'autres apprennent déjà à piloter des robots ou à construire leurs propres objets grâce à des imprimantes 3D. Bonjour Sophie Morlet. Bonjour. Vous êtes professeure des universités en sciences de l'éducation, ici à l'Université de Bourgogne à Dijon. On l'a vu dans le reportage, le numérique va faire son entrée à la rentrée prochaine dans les nouveaux programmes de l'école primaire. Est-ce que c'est une façon de modifier les outils ou les méthodes ? Très clairement, à l'heure actuelle, les outils. On se dit que pour former des citoyens de demain, il faut absolument préparer les élèves à l'heure du numérique et en ce sens-là, on a certainement raison. Ceci étant, à l'heure actuelle, l'école n'est pas prête à faire évoluer ses méthodes ou à faire évoluer les pratiques pédagogiques des enseignants en utilisant le numérique. Donc pour l'instant, on a commencé à doter les écoles des outils numériques, mais j'ai envie de dire, il y a un petit peu un décalage entre la dotation en outils et la réflexion sur les pratiques pédagogiques qui vont permettre d'exploiter au mieux l'outil numérique. On l'a vu dans l'émission, près de 40% des élèves de CM2 sortent du primaire avec de graves lacunes. Comment vous l'expliquez ? Déjà peut-être faire attention aux chiffres qu'on nous annonce. Effectivement, alors on peut estimer qu'il y a environ 20 à 25% des écoliers qui arrivent au collège et qui ne maîtrisent pas les fondamentaux de base, c'est-à-dire un certain nombre de compétences en lecture, en compréhension de texte et en mathématiques. Alors, en dehors des facteurs individuels qui se rapporteraient à l'élève, à ses caractéristiques personnelles, comme sa motivation, son envie d'aller à l'école, il y a d'autres facteurs qui sont liés à son milieu familial. Et puis maintenant, on sait qu'il y a aussi un certain nombre de facteurs qui sont à rapprocher du contexte scolaire dans lequel l'élève est scolarisé, des caractéristiques des classes, des caractéristiques des écoles et des caractéristiques de l'enseignant qui vont jouer sur des différences de progression entre élèves. Et pourtant, contrairement à une idée reçue, la France fait partie des pays européens qui consacrent le plus d'heures d'apprentissage aux fondamentaux. Effectivement, on consacre déjà beaucoup de temps à l'apprentissage de ces fondamentaux, mais on consacre aussi beaucoup de temps à autre chose. C'est-à-dire qu'on va demander maintenant à l'école primaire d'apprendre aux élèves à maîtriser une langue étrangère, à maîtriser les outils numériques, à développer un certain nombre de comportements, de savoir-faire, de savoir-être. Donc c'est autant de temps qu'on ne passera pas sur du français, des mathématiques. Est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop à l'école ? On est face à un vrai problème d'arbitrage du temps. On essaie justement d'aménager le temps de l'enfant même différemment. Le temps n'est pas extensible. Il va falloir faire des choix, à mon avis, dans toutes les disciplines qui s'offrent à l'école. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de moyens ? La France dépense par exemple moitié moins que les États-Unis pour son école primaire. Ça paraît surprenant. Alors effectivement, en France, a été fait le choix de concentrer les moyens, j'ai envie de dire, sur l'enseignement secondaire. Choix qui s'explique parce que les recherches montraient que l'enseignement secondaire focalisait un certain nombre de difficultés et était finalement le moment dans le cursus scolaire où les inégalités entre élèves se creusaient davantage. Ceci étant, avec la loi de refondation de l'école, un recentrage des moyens est donné sur l'école primaire. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective et politique qu'il faut effectivement recentrer des moyens sur l'école primaire. Finalement, quelles sont les réussites de l'école primaire française ? Je pense que l'une des réussites de l'école primaire française, c'est son ambition et l'ambition de tout ce qu'elle cherche à transmettre aux élèves qui lui sont confiés, tant en termes de savoir, de savoir-faire que de savoir-être. Merci Sophie. Merci à vous. Montessori, Freinet ou école démocratique, plus que jamais, les Français sont devenus curieux des nouvelles pédagogies. Des cours souvent payants, mais pas seulement. Lancés en 1982, 5 établissements proposent aux écoliers une nouvelle façon d'apprendre, un laboratoire grandeur nature, sans proviseur, sans sonnerie et centré sur le bien-être des élèves, direction Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. Vu de l'extérieur, c'est un établissement comme les autres.
Mais derrière ces murs, on croise des élèves qui jouent au foot avec leurs professeurs. Au collège-lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair, on n'enseigne pas tout à fait comme ailleurs. Les cours classiques ne durent que 45 minutes et quand on étudie la géométrie du quadrilatère, on ne fait pas que des maths. On a appris à classifier les quadrilatères. Ensuite, vous avez eu une séance avec Valentine où vous avez travaillé là sur l'art abstrait et figuratif, je pense. Dans ce cours où l'on mélange art et mathématiques, les élèves tournent sur plusieurs ateliers. Dans l'un, on fabrique des figures géométriques. Dans l'autre, on réfléchit aux émotions qu'elles renvoient. Alors moi, quand je l'ai vu, oui, j'ai pensé à symétrique forcément, mais j'ai pensé à une autre idée. Pour au final, fabriquer une grande fresque. L'idée est de rendre le savoir plus concret, de le mettre aussi dans différentes postures au niveau de l'enseignement, parce que là, ils ne vont pas être devant leur cahier, ils vont être en train de construire, de mettre les mains, de bricoler. Et donc il y a certains élèves qui ont besoin de passer par cette pratique pour acquérir la notion. Enseigner à plusieurs, mélanger les matières. Dans cet établissement, pas comme les autres, toutes les décisions sont prises en commun. Il n'y a pas de principal, mais un chargé de direction élu tous les 3 ans. Les projets qu'on vote ensemble, ils peuvent émaner d'un membre de l'équipe, mais c'est porté par toute l'équipe. C'est voté, même si on n'est pas d'accord avec le vote, on est une équipe et effectivement, ensuite on porte le projet tous ensemble. Les élèves, eux aussi, on voit au chapitre. Avec leurs profs, les élèves organisent une semaine musicale. D'un côté, on prépare un concert, de l'autre, une chorégraphie. Et ils montent tous comme ça ? Faire confiance à l'élève, lui faire prendre conscience de ses compétences. C'est le pari de l'établissement créé il y a 30 ans pour lutter contre l'échec scolaire. On va prendre en charge l'élève qui vient apprendre des choses et puis aussi toute son individualité et essayer d'amener l'élève non seulement à être prêt pour un examen, parce que c'est important de réussir, mais également à découvrir, à s'épanouir, à être curieux et à se construire. Ici, les rapports élèves-enseignants sont différents. Au-delà du symbolique tutoiement, ils assurent ensemble les tâches du quotidien. Tiens, on commence à nettoyer. Tu peux nettoyer là. C'est leur deuxième service à mes petits. Ils sont trop mignons. Encadrés par un professeur, les élèves assurent une partie du service. Une manière de les responsabiliser. C'est pas juste une école où on vient récupérer des cours, voir ses copains, c'est aussi une école où on est acteur, on est même l'auteur de moments comme ça, où on est en train d'apprendre à être ensemble et puis où on s'implique, voilà, on s'engage. Chaque professeur est le tuteur d'une quinzaine d'élèves. Entrez. Ce groupe de 5e, par exemple, est en pleine séance d'aide au travail, ou plutôt d'entraide. Chaque élève est suivi individuellement par son tuteur, qu'il rencontre toutes les 3 semaines. Le tuteur, il est là aussi pour donner des conseils et aussi pour discuter avec l'élève, ce qui permet aussi de traiter, mais pas simplement de ses résultats, ça peut être aussi de son bien-être à l'école. C'est souvent évoqué dans les rendez-vous de tutorat. Et pour nous, c'est important. À l'école primaire, Ismaël ne participait pas en classe. Ici, ses résultats scolaires se sont améliorés. Ismaël, tu as 13,06 de moyenne générale. A priori, ça ne va pas bouger par rapport à ce soir. Vu que les profs étaient plus à l'aise avec nous, moins sévères, tout ça, j'ai réussi à parler avec eux et ça m'a aidé à participer. Cet établissement public accueille aussi bien des décrocheurs que des élèves en réussite. L'équipe veille à diversifier le recrutement des élèves et propose des parcours individualisés. On va proposer à des élèves de faire le bac en 2 ans, par exemple. Et ça, effectivement, quand vous contractualisez ce genre de choses, vous acceptez d'avoir des statistiques qui sont moins bonnes. Mais ce n'est pas notre cœur de projet, les statistiques. Le cœur de projet, c'est l'individu. Des statistiques dont ce collège-lycée n'a pourtant pas à rougir. Plus de 30 ans après sa création, son taux de réussite au bac est supérieur à la moyenne nationale. Un lieu hors norme dans notre système scolaire. La France ne compte que 12 établissements expérimentaux. Voilà, Itinéraire bis touche à sa fin. Anne-Sophie, on vient de le voir dans le reportage, des méthodes alternatives existent. Est-ce qu'il en faudrait plus dans le primaire ?
Alors plus, je ne sais pas, mais des expérimentations, oui, c'est nécessaire pour faire évoluer l'école. Par contre, après, on doit laisser le choix aux enseignants de les faire et ensuite de les appliquer si ça leur convient. Parce que je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité de chaque enseignant, de son vécu, de son ressenti pour appliquer des nouveaux concepts pédagogiques. Merci beaucoup Anne-Sophie de nous avoir ouvert les portes de votre école comme les autres, finalement, avec ses succès et ses difficultés. On le voit, réformer l'école demande du temps, parfois des années précieuses pour des enfants qui ne demandent qu'à réussir. À bientôt.